Donc, la commission reprend ses travaux. Je souhaite la bienvenue au regroupement des organismes en francisation du Québec et leur représentant, Mme Aina Alexanian, présidente, j'espère que je le prononce bien, et M. Carlos Carmona, coordonnateur. Donc, bienvenue à vous deux. Merci d'être avec nous cet avant-midi. Donc, vous disposez de 10 minutes pour nous présenter votre exposé et par la suite, il y aura un échange avec les membres de la commission. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole. Bonjour, Madame la Présidente. Permettez-moi de vous présenter. Donc, mon nom est Anaïda Alexanian. Je suis la présidente du conseil d'administration du ROVQ. Je vais prendre peut-être quelques minutes pour présenter brièvement le ROVQ. Le regroupement des organismes en francisation du Québec, le ROVQ, est issu du milieu communautaire. Il a pour mission de soutenir et promouvoir la francisation des personnes immigrantes et défendre les intérêts de ses membres. Le ROVQ regroupe environ une soixantaine de membres partout au Québec qui a comme objectif de contribuer comme un espace de concertation, d'échange, d'analyse et de partage d'expériences pour les organismes membres, favoriser la prise de positions communes en ce qui concerne les enjeux et des problématiques de la francisation en milieu communautaire, défendre l'accès à la francisation dans les organismes communautaires et sa reconnaissance par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et des autres institutions, évidemment. Le ROVQ est régi par un conseil d'administration composé de 7 représentants des organismes élus par les membres, dont au moins un vient de l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal. Le principal mandat du ROVQ est de représenter les intérêts des organismes membres qui militent pour le droit de toute personne à apprendre la langue française, et c'est devant les instances publiques, parapubliques et communautaires partout au Québec. Bonjour Madame la Présidente, mon nom est Carlos Carmona, je suis coordonnateur du ROVQ, je reprends. Donc, par l'intermédiaire de ces organismes membres et en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, le ROVQ est un acteur privilégié de la francisation en milieu communautaire. 4 fois par année, les organismes du ROVQ organisent des sessions de cours de français dans leurs murs. Les organismes prennent en charge le processus de la promotion du cours, du recrutement des personnes immigrantes et ils mettent à la disposition du MIFI les locaux pour la dispensation de ce cours par le personnel enseignant du MIFI. Selon le rapport annuel de gestion du MIFI en 2019-2020, 19 480 personnes ont participé au cours de français à temps partiel. Selon nos estimations, plus de 17 000 de ces personnes l'ont fait dans un organisme communautaire représenté par le ROVQ. C'est donc fort et fier de cette expertise en francisation que le ROVQ présente aujourd'hui quelques commentaires en relation au projet de loi 96 qui modifie la charte de la langue française. Globalement, nous sommes favorables au projet de loi, notamment à l'intégration dans la Constitution le fait que le Québec est une nation dont la langue officielle est le français. Permettez-nous de saluer très favorablement l'article 133 du projet de loi 96 qui prévoit une modification au préambule de la Charte de la langue française avec l'insertion de l'alinéa suivant. Considérant que le français est la seule langue officielle du Québec, ainsi que la langue commune de la nation québécoise et la langue d'intégration à celle-ci. C'est la notion de langue d'intégration qui nous semble très importante en vue de l'intégration harmonieuse des personnes immigrantes à la société québécoise. En même temps, nous considérons que cela envoie un message fort aux nouveaux arrivants. Toutefois, l'article 15 de ce projet de loi prévoit modifier la charte de la langue française par l'insertion, après l'article 22.1 de celle-ci, d'une série d'articles. Nous voudrions nous référer tout particulièrement à l'article 22.3c qui prévoit un organisme de l'administration peut déroger au paragraphe 1 de l'article 13.2 en utilisant, en plus du français, une autre langue
lorsqu'il écrit dans les cas suivants. Fournir les services pour l'accueil au sein de la Société québécoise des personnes immigrantes durant les 6 premiers mois de leur arrivée au Québec. En tant qu'organisme voué à l'enseignement de la langue française, nous manifestons notre désaccord à cet alinéa car il nous semble difficile à atteindre. Pourquoi limiter les services d'accueil dans une autre langue que le français seulement à 6 mois? Cela présuppose qu'une personne immigrante apprend le français en 6 mois et qu'après cette période, elle devienne complètement autonome en français. En acceptant la prémisse qu'il est possible de devenir autonome en français en si peu de temps, cela présuppose aussi que la personne immigrante a commencé son apprentissage dès son arrivée au territoire québécois, qu'elle n'a rien fait d'autre qu'étudier le français, qu'elle a trouvé une formation adéquate à sa descente d'avion, alors que l'on sait que ce n'est pas toujours possible. Comme un exemple, par ailleurs, le programme de francisation du MIFI prévoit 4 sessions de 11 semaines de cours à raison de 30 heures par semaine, soit un total de 44 semaines d'apprentissage ou l'équivalent de 1320 heures pour atteindre la partie supérieure du niveau de compétences, soit le niveau 7 et 8 de l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes. Et cela si la personne suit ses cours à temps plein. Que se passe-t-il quand la personne immigrante étudie à temps partiel, à raison de 6, 9 ou 12 heures par semaine? On a longuement dépassé les 6 premiers mois suivant son arrivée pour qu'elle devienne autonome en français. Cet article, selon nous, ne prend pas en considération que la durée de l'apprentissage du français peut varier selon différents facteurs, notamment le parcours migratoire, la scolarité, la langue maternelle de la personne immigrante. À titre d'exemple, qu'est-ce qui arrive avec une personne qui atterrit à Montréal aujourd'hui, le 30 septembre, et il veut s'inscrire au cours de français en espérant aussi trouver un emploi? On parle des cours de français à temps partiel, en considérant que les cours de français session automne commencent le 4 octobre, donc la personne va pouvoir s'inscrire au cours de français uniquement à partir du mois de janvier. Donc la personne vient de perdre 3 mois. Donc il va lui rester 3 mois pour apprendre le français. Qu'est-ce qui arrive avec les personnes qui viennent suite à l'immigration humanitaire, notamment les réfugiés parrainés par l'État? Une personne qui fuit la guerre et qui a passé des années dans le camp des réfugiés, dès son arrivée sur le sol québécois, c'est sûr que d'abord et avant tout, il a besoin de soutien psychosocial. Ou qu'est-ce qui arrive avec une famille qui atterrit en plein congé scolaire? Donc, il y a une série de contraintes administratives qui empêchent les personnes de suivre un parcours exemplaire. Ça nous amène à suggérer d'allonger la période de 6 mois prévue dans le projet de loi à un minimum de 1 an, selon les contraintes qu'on vient d'énumérer. Dans un autre ordre d'idée, le projet de loi prévoit aussi une unité administrative appelée Francisation Québec au sein du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. L'article 156.24 prévoit que Francisation Québec est l'unique point d'accès gouvernemental pour ces personnes désirant recevoir des services d'apprentissage du français. Ce libellé nous interpelle et nous inquiète profondément, car présentement, nos organismes assurent des responsabilités, notamment en ce qui concerne le recrutement et l'inscription des personnes immigrantes souhaitant apprendre le français à temps partiel dans un organisme communautaire de leur choix. Organisme qui, en plus de cours de français, offre une panoplie de services qui vont les aider à leur intégration à la société québécoise francophone. Comme nous l'avons indiqué en introduction, c'est plus de 17 000 personnes qui décident, session après session, de s'inscrire dans un organisme communautaire pour apprendre le français et bénéficier des services offerts par nos organismes et ainsi s'intégrer harmonieusement à la société québécoise. C'est pour ça que ces libellés de
Québec, Francisation Québec comme point unique gouvernemental nous interpelle et on se pose des questions à savoir quel va être le rôle des organismes communautaires après l'adoption du projet de loi. Madame la Présidente, nous avons fini notre présentation. Parfait, merci. Donc, nous passons maintenant à la période d'échange en débutant par Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame Alekasnian et Monsieur Carmona. Bonjour, bienvenue à la Commission parlementaire. Merci beaucoup de contribuer aux travaux de la Commission. Puis, je suis heureux que vous participiez parce que je crois que le ROCFU, justement, connaît la réalité en francisation des personnes migrantes et l'importance également d'amener les gens vers une francisation pour faire en sorte qu'ils puissent intégrer la langue commune. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'enseigner rapidement le français aux personnes immigrantes? Qu'est-ce qui arrive si on ne réussit pas à offrir des cours rapidement, une prise en charge rapidement en français? Sur le choix linguistique de la personne, qu'est-ce qui arrive? C'est sûr que ça peut avoir un impact négatif sur l'intégration de la personne. Et là, on parle de l'intégration sociale et l'intégration professionnelle aussi. En quelque sorte d'isolement. Absolument. Vous dites intégration sociale, intégration sur le marché du travail. Quelle est la réalité des personnes immigrantes lorsqu'elles immigrent au Québec et la majorité dépose leur valise sur Montréal et décide de s'installer à Montréal? Et on l'a vu, là, il y a certaines études qui ont été publiées au cours des dernières années qui démontrent une exigence d'une langue autre que le français pour être embauché. Est-ce que ça soulève des enjeux dans les clientèles que vous voyez dans vos cours de francisation? Comment les personnes migrantes reçoivent ça lorsqu'on leur dit « Vous venez au Québec, finalement, parlez-vous anglais pour travailler à Montréal? » C'est évidemment, Monsieur le ministre, une question qui est très simple à répondre. Ça transmet un message qui n'est pas très clair. C'est un message où on dit à Montréal, on peut travailler en anglais, même si la langue officielle du Québec est le français. C'est ça la réalité de Montréal. Peut-être que ce n'est pas la réalité des régions, mais c'est ça qui se passe à Montréal. Donc, il faut... Et dans votre première question, vous disiez qu'est-ce qui se passe si les personnes ne suivent pas des cours de français? Nous, on ne met pas en doute le fait que les personnes doivent suivre des cours de français dès le début. On se questionne sur le fait de limiter cette période à seulement 6 mois pendant les 6 mois où le gouvernement pourra communiquer avec eux dans une langue autre que le français. Nous pensons que 6 mois n'est pas suffisant pour qu'ils apprennent convenablement le français. Et sur la question du marché du travail, là, bon, vous dites que c'est un peu un message contradictoire, le fait d'exiger une autre langue que le français pour travailler à Montréal, alors qu'on donne des cours de francisation, on veut intégrer en français. Puis là, vous avez parlé d'isolement, des personnes isolement social notamment, qui n'apprennent pas le français. Les mesures qu'on met dans le projet de loi pour faire en sorte justement qu'il faut vraiment que ça soit nécessaire de l'utilisation d'une autre langue que le français pour être embauché ou pour avoir une promotion. Est-ce que vous accueillez ça favorablement, que le gouvernement resserre les critères de l'exigence d'une autre langue que le français sur le marché du travail? Évidemment, on reçoit ça favorablement. Toutefois, c'est sûr qu'il faut être beaucoup plus strict. Hein. Il ne faut pas permettre les entreprises de demander pour n'importe quel type d'emploi, exiger d'être bilingue. Toutefois, on sait très bien qu'il y a des postes qui exigent la connaissance de l'anglais, hein, notamment dans certains domaines de compétences où la personne doit participer à des missions, faire des représentations, etc. Ou service à la clientèle dans le domaine du tourisme, dans l'informatique. Dans le projet de loi, on élargit également l'assujettissement des entreprises. Donc, avant, c'était 50 et plus. Là, on les amène à 25-49.
Et on souhaite faire de la francisation également en entreprise, notamment avec Francisation Québec. Comment vous entrevoyez ça, le fait qu'on vient appliquer les dispositions de la Charte aux entreprises de 25 à 49 pour la francisation des personnes immigrantes? C'est sûr que ça ne touche pas directement notre mission, mais moi, d'emblée, je peux dire que moi, j'accueille ça favorablement, ces dispositions. Toutefois, il faut s'assurer de donner les moyens à ces entreprises pour pouvoir répondre aux exigences, puisque généralement, ces entreprises n'ont pas les ressources, notamment les ressources humaines, les responsables des ressources humaines, etc., pour répondre à toutes les exigences administratives de cet article. Vous semblez inquiet de la création de Francisation Québec. Tout à l'heure, vous le disiez bien, vous offrez de la francisation dans vos institutions, dans les différents organismes communautaires, et de la façon que ça fonctionne, notamment, c'est le ministère de l'Immigration qui finance le coût du professeur, qui finance également pour le coût du local. D'ailleurs, j'avais augmenté substantiellement les allocations données aux organismes communautaires à l'époque où j'étais ministre de l'Immigration, également la bonification des allocations, on ouvre le temps partiel aussi. Peut-être pour vous rassurer, Francisation Québec est là pour amener un guichet unique pour faire en sorte, sur le plan opérationnel, d'être plus performant. Parce qu'en 2017, la vérificatrice générale avait émis comme recommandation une critique à l'effet qu'il y avait un éparpillement des services. Alors, le guichet unique va permettre de fédérer à la fois pour les employeurs, mais à la fois pour les personnes migrantes. Mais c'est sûr que vous êtes un partenaire de grande qualité. Les organismes communautaires également sont un partenaire de grande qualité. Alors, l'objectif, c'est de faire en sorte également de maintenir les cours dans les organismes communautaires aussi, mais d'avoir également une flexibilité puis un moyen d'action aussi pour aller en entreprise, pour répondre aux besoins de francisation. Alors, l'objectif, c'est de mettre à contribution tout le monde, mais d'avoir qu'une seule porte d'entrée pour tout le monde, de façon à mieux orienter les gens aussi, si ça peut vous rassurer. Merci beaucoup. C'est effectivement très rassurant. Ce qu'il ne faut pas oublier, que les organismes communautaires sont des véritables milieux d'intégration, puisque la personne qui fréquente l'organisme, il ne suit pas tout simplement un cours de français académique, mais il rencontre les intervenants sociaux, les conseillers en emploi, bref, tous les employés de l'organisme sont à ses services pour favoriser son intégration harmonieuse à la société d'accueil. Peut-être une dernière question avant de céder la parole à mes collègues. Pour un nouvel arrivant, pour une personne immigrante qui choisit le Québec, là, puis qui arrive à Montréal dans une proportion de 80% des cas, à quel point est fort le facteur d'attractivité de la langue anglaise? Lorsque vient le temps pour une personne immigrante, là, elle est à Montréal, elle veut s'intégrer, à quel point le facteur d'attractivité de l'anglais est important, selon ce que vous constatez? À ma connaissance, c'est le milieu de travail qui détermine cette option. Si le milieu de travail est effectivement un milieu de travail francophone où les personnes vont communiquer en français, le travail va se faire en français, sauf quelques exceptions, comme a dit Mme Alexiane il y a quelques minutes, l'attirance, l'attraction de l'anglais va être moindre. Et d'après moi, c'est là-dessus qu'il faut aussi insister pour que le milieu de travail à Montréal soit effectivement un milieu de travail francophone. Ça dépend aussi de l'efficacité de l'offre des Français sur le terrain. Ça dépend aussi des discours de valorisation et de la promotion qu'on va aussi tenir collectivement, notamment via les organismes communautaires qui sont les premières portes d'entrée pour ces personnes-là. Peut-être une dernière question. Certaines formations politiques à l'Assemblée nationale proposent de ne sélectionner que des personnes immigrantes qui ont une connaissance du français. Qu'est-ce que vous pensez de cela? On en a déjà discuté et ça fait déjà quelques années. Je pense que ça fait partie des discussions politiques. Le ROVQ a toujours manifesté son désaccord avec cette vision, puisque sur le terrain, on constate aussi que c'est pas parce que la personne vient d'un pays non francophone
qu'il ne va pas le devenir très rapidement et qu'il ne va pas s'intégrer dans la société d'accueil, peut-être parfois plus vite et mieux qu'un francophone. Merci. Donc, ce que je suis en train de dire, seulement la connaissance du français en soi, ça ne détermine pas la capacité d'intégration dans la société d'accueil. Ça prend une série d'autres facteurs. Si vous permettez, Monsieur le ministre, en plus de la notion de francophone, il faudrait jouer aussi sur la notion des personnes francophiles. C'est bien noté. Je vous remercie grandement pour votre présence en commission parlementaire. Merci à vous. Merci, Monsieur le ministre. Je céderai maintenant la parole au député de Chapleau. La présidente, bonjour, Madame Alexanian, Monsieur Carmona. Merci beaucoup de votre présentation. J'aimerais peut-être faire appel à votre expérience, vous là qui travaillez avec justement, soit vous offrez des cours vous-même de francisation, vous travaillez avec des partenaires qui en offrent. J'aimerais savoir, à la lumière du projet de loi qui est déposé par le ministre, par le gouvernement, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Est-ce qu'il y a des éléments que vous voyez dans le projet de loi qui pourraient venir vous aider justement à remplir votre rôle de francisation? Est-ce qu'il y a des éléments que vous trouvez qui sont très pertinents ou d'autres que vous dites, ah bien, si on avait tel levier ou telle mesure, on pourrait vraiment bonifier notre offre de francisation? Selon votre expérience, bien entendu, et des gens que vous représentez. Selon moi, là, on parle d'un projet de loi. Une fois que le projet de loi sera adopté, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de propositions et plus d'idées sur l'opérationnalisation de ces projets de loi. Là, on va avoir, j'imagine, beaucoup plus de leviers. Peut-être on peut suggérer avoir une offre de francisation plus souple, par exemple. Définir notamment en termes de calendrier. Notamment en termes de calendrier des formations. D'accord. Actuellement, nous avons au niveau des temps partiels 4 sessions, l'été, automne, printemps, l'hiver. Peut-être entre sessions, on pouvait intégrer d'autres types de formations pour être beaucoup plus inclusives. Et de cette manière, on pourrait raccourcir les délais. Mais ça, c'est plus au niveau de l'opérationnalisation. D'accord. Même chose de votre côté, monsieur? Oui, effectivement. Et il y a un élément qui ne concerne pas le projet de loi, mais je trouve qu'il faudrait aussi qu'il y ait une plus grande flexibilité dans les consignes, dans les données du ministère de l'Immigration, dans la gestion des classes par les professeurs. Il faudrait effectivement qu'il puisse avoir une flexibilité plus grande dans le transfert des étudiants. Quelquefois, les étudiants, à partir d'un certain moment, et ça c'est lié à une convention collective, ça ne concerne pas au projet de loi, okay? Mais quelquefois, un étudiant va perdre son temps en restant dans une classe alors qu'il pourrait être dans une autre classe, mais la convention collective actuelle ne le permet pas. Donc c'est au niveau de la façon de rendre opérationnel ce projet de loi. Okay? Donc c'est un élément auquel moi je tiens beaucoup. D'accord, merci. Pour revenir sur une question là, qui a été abordée là, par le ministre, notamment le fait que des personnes francophones à l'immigration, des candidats à l'immigration comme langue maternelle et le français de façon unique en termes de candidature là, que l'État québécois pourrait accueillir. On a vu là, tout récemment avec une dame haïtienne qui a eu quand même certaines difficultés à obtenir un emploi du fait qu'elle avait cette langue maternelle. Voyez-vous également, là, vous avez parlé du milieu de travail, une certaine anglicisation qui peut se faire si ce n'est pas une intégration en français. Donc, peut-être élaborer sur ce point-là que, justement, le fait d'être uniquement francophone à l'immigration, il peut y avoir aussi certaines barrières pour ces gens-là, notamment avec la demande de parler en anglais ou d'avoir la langue anglaise comme critère pour l'embauche. Je n'ai pas tout à fait compris la question. Pouvez-vous... Oui, absolument, avec plaisir. Non, justement, donc, le fait de demander à l'immigration la langue française uniquement, souvent, il peut y avoir aussi des obstacles pour ces personnes-là, donc qui ont comme langue maternelle le français à l'embauche actuellement à Montréal. Est-ce que vous constatez ça aussi? Encore une fois, dépendamment des domaines de compétences. Effectivement, il y a des domaines de compétences qui exigent la connaissance de l'anglais, mais je pense que le projet de loi vient corriger les aspects. Il va mettre en place peut-être plus des
surveillance auprès des entreprises qui exigent la connaissance de l'anglais alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Mais pour revenir aussi les propos des ministres Jolin Barrette à propos des recrutements des francophones pour le Québec, j'ai ajouté peut-être le fait qu'en adoptant cette stratégie, en recrutant uniquement les francophones ou prioritairement francophones, Québec risque de passer à côté d'une immigration qui peut être très intéressante pour le Québec. Effectivement. Comme par exemple l'Amérique latine, l'Europe de l'Est ou d'autres pays qui ne parlent pas nécessairement le français, mais qui s'intègrent très facilement. Oui, merci. Permettez-moi peut-être de vous amener vers un autre sujet, la question constitutionnelle que vous avez abordée brièvement. À l'article 133, vous dites que le changement de préambule à la Charte, vous êtes très favorable à ce changement-là, particulièrement sur la question de l'intégration. Peut-être vous pourriez nous éclairer là, de l'importance de ce changement pour vous. Je pense que c'est important d'ajouter quand on a parlé de ça, c'est que le fait d'indiquer à la charte que le français est la langue de la nation québécoise, c'est important, et surtout, et pour nous, le fait de dire que c'est la langue d'intégration, c'est un message très clair qu'on va passer aux immigrants en leur disant, si vous voulez vous intégrer au Québec, c'est en français que ça se passe, et c'est dans la charte. Ce n'est pas seulement dans un règlement du ministère quelconque. Une loi fondamentale, donc c'est très important d'envoyer ce signal-là, exactement. Tout à fait. Exactement. Et ça donne un organisme aussi un levier, un argument fort pour favoriser aussi la francisation des nouveaux arrivants à leur inscription en grand nombre au cours des Français. D'accord. Il reste combien de temps, Madame la Présidente? 30 secondes. Un petit dernier 30 secondes. Mais au-delà de votre préoccupation que le ministre a pu dissiper là, en lien avec Francisation Québec, est-ce que vous trouvez tout de même intéressant l'idée qu'il y ait la création de Francisation Québec avec les mesures, puis l'aide en entreprise également? Est-ce que vous voyez tout de même du positif dans cette création-là? Je pense que cela peut être positif, mais encore une fois, tout dépend comment cela va être opérationnalisé. De quelle manière, ça va être quoi, surtout le rôle des organismes communautaires qui jouaient jusqu'à maintenant un rôle majeur dans la francisation des nouveaux arrivants, notamment en temps partiel. Merci. Entendu, merci. Merci, Monsieur le député. Donc, nous poursuivons maintenant nos échanges avec la députée de Marguerite Bourgeois. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur, bonjour, Madame. Alors, non seulement je suis enchantée de vous entendre et de vous avoir avec nous ce matin, mais je pense que vous auriez eu droit à un doublé d'une audience double, tellement on a de questions à vous poser et tellement votre rôle est important parce que, dans le fond, si on est ici avec le projet de loi 96, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup en pensant à vous. C'est énormément en pensant à l'avenir du Québec, dans sa francophonie, dans sa francophilie, dans sa francotropie. On peut prendre tous ces termes-là, mais c'est avec vous. C'est avec vous et c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos organismes communautaires, c'est grâce au travail, comme vous dites, d'intégration en français. Alors, dans le fond, vous n'êtes pas toujours avec nous, mais vous êtes toujours l'objet de nos préoccupations. On le sait bien que ce ne sont pas nécessairement à travers les enfants qu'on dit de souche, parce qu'on n'a pas un taux de reproduction si élevé. On sait qu'on a besoin énormément de vous et qu'on vous apprécie dans votre présence d'abord et dans votre capacité d'intégrer ce qu'on appelle les nouveaux arrivants. Alors, je ne saurais vous remercier de votre présence ici pour toute l'expertise que vous nous apportez. Vous avez parlé justement de francophones, de francophiles, puis c'est vrai que plusieurs disent qu'il faudrait des immigrants qui savent parler le français avant de descendre à l'aéroport et qui possèdent un bon français. Mais je dois vous donner raison parce que vous dites non, pas seulement ces immigrants-là, on peut parler le français sans être un francophile. Et on peut ne pas parler le français du tout et être un formidable francophone en devenir. Et je ferai référence à
ma petite expérience, mais quand même de m'être promenée à travers le monde pour recruter des étudiants au niveau universitaire. Et j'ai été témoin de tellement d'étudiants d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Europe de l'Est, comme vous dites, qui ont un appétit formidable pour la langue française, mais ne le parlent que très peu parce qu'ils parlent portugais, espagnol ou d'autres langues, et qui arrivent ici et vraiment rapidement sont capables non seulement de s'intégrer, mais de participer avec des diplômes universitaires dans le cas qui m'occupait, et de devenir de formidables Québécois francophones. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Par contre, il faut les intégrer. Il faut mettre, comme on dit en bon québécois, le paquet pour vraiment leur offrir des services gratuits sur les campus, dans le cas qui me concerne, collégiaux et universitaires, accessibles, et il faut leur donner un peu de temps aussi. Alors, vous dites, et ça m'a frappé, je ne le savais pas, le ministre doit le savoir, il a été ministre de l'Immigration, que le MIFI lui-même parle de 44 semaines, temps plein, pour pouvoir prétendent être à un niveau 7 de francisation. Ça, c'est probablement des étudiants qui ont fait ça de façon très sérieuse à temps plein. 44 semaines, moi, quand je divise par 4, mais disons que les mois ont un peu plus que 28 jours, ça fait au moins 10 mois. Ça fait 10 mois minimum donné par le MIFI. Alors, je suis tellement curieuse d'entendre le ministre d'où vient ce 6 mois pour dire qu'on peut vraiment franciser quelqu'un. Ça serait un temps olympien. Ça serait un record de pouvoir dire, comme vous dites, je me trouve un emploi, je m'installe, je dépose mes valises. On peut être au mois d'octobre, le cours commence au mois de janvier, puis au mois d'avril, je parle aussi bien français que vous et moi. Alors, expliquez-moi, d'après vous, qui connaissez bien le MIFI et ceux qui ont inspiré le projet de loi, comment ils ont pu arriver à 6 mois? Madame, pour nous, ça a été une surprise, les 6 mois, étant donné on sait quelle est la durée des programmes, des cours de francisation au ministère de l'Immigration. Personnellement, je ne peux pas vous dire d'où viennent ces 6 mois. Nous, on est inquiets face à ces 6 mois. On considère qu'après 6 mois, c'est très difficile de pouvoir communiquer en français avec l'administration publique. Je pense que ce n'était pas à nous que vous devez demander d'où viennent ces 6 mois. Mais vous comprenez, je profite de l'occasion pour vous entendre dire que vous n'avez pas la réponse, et puis le ministre est à l'écoute. Alors, je suis sûre qu'il l'entend très bien, parce que vous n'êtes pas du tout les premiers ni les derniers à dire que ça n'a pas de bon sens 6 mois. En fait, personne n'a dit, à date, que c'était réaliste 6 mois. Personne. Alors, c'est soit 1 an, et même d'autres sont venus avec 2 ans. 2 oui, ans. Effectivement. Puis on peut, disons qu'on donne un peu, je me mets dans la tête du ministre qui se dit, oui, mais plus on va donner de temps, plus ils vont prendre leur temps. Mais il y a quand même une limite à dire que c'est facile et que ça va se faire en 6 mois. Madame, je pense que vous vouliez répondre? Ou? Non, ça va, je suis tout à fait d'accord avec Carlos. Effectivement, c'est un peu compliqué. Je pense que peut-être avec 1 an, ça devrait être un peu plus raisonnable. Et est-ce que, ça c'est une autre de mes inquiétudes, est-ce que les professeurs peuvent être au rendez-vous pour rapidement franciser tout le monde? Tout le monde, parce que ça va être dans la loi. Tout le monde a le droit d'apprendre le français. Mais si on lui dit, bien, ton cours va être dans 4 ans, c'est pas tellement efficace. Vous connaissez très bien la situation du marché du travail actuel, la pénurie de main-d'œuvre qui frappe tous les domaines de compétences, notamment dans les organismes communautaires, dans les usines, en fait, dans tous les domaines. Et j'imagine que ça a un impact aussi sur le recrutement des enseignants. Déjà... Tiens à ça, s'il n'y a pas d'enseignants, on est un peu foutu avec le projet de loi 96. Il faut absolument énormément d'enseignants. Bien, je vais laisser la parole à mon collègue de Lapinière, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux que vous soyez là. Vous savez, dans mon comté, il y a 2 de vos membres qui offrent des services de francisation. Grands efforts, grands résultats. C'est absolument notable. À date, on a rencontré en commission, on a reçu en commission parlementaire, en consultation, des groupes ou des individus qui ont tous été consultés pour l'élaboration du projet de loi. Avez-vous été consultés? Pour l'élaboration du projet de loi? Oui. Moi, de mon côté, non, je ne sais pas, Anaïs. Parfait. Et c'est bien dommage, parce que je pense que vous avez joué un rôle très important. Vous n'avez pas été consulté. Et on voit bien que le projet de loi vise une catégorie très spécifique de nouveaux arrivants et c'est très orienté vers le milieu du travail, ce qui est très bien. Mais on oublie dans le discours que l'on entend ce que vous faites, notamment en termes de francisation de tous les membres d'une famille immigrante. Moi, je le vis dans mon comté. Il y en a beaucoup. Et quand les gens arrivent, c'est assez spectaculaire. Hein? Je donne l'image suivante et ça ne vous surprendra pas. Une famille d'immigrants avec 2 enfants qui arrivent au Québec au mois d'août ou au mois de septembre. À Noël, les enfants parlent français parce qu'ils vont à l'école. Souvent, l'homme, parce que culturellement c'est comme ça, va être pas trop pire, mais les femmes ne le sont pas. Et vous faites ça, là. Vous vous adressez, vous, par vos organisations communautaires, à permettre d'avoir des opportunités de francisation dans des situations qui ne sont pas les habituelles que sont celles de l'emploi. Pouvez-vous élaborer un petit peu là-dessus? Parce que moi, je le vois, là, ce que vous faites, là, et je pense qu'il est aussi important de franciser les enfants. C'est pas mal simple avec l'école, ça va bien. Les parents, mais il y a 2 parents la plupart du temps, et vous avez un rôle à jouer majeur pour ce qui est de la francisation des femmes. Et on sait que mais les mères ont encore aujourd'hui, dans toutes les sociétés, une influence importante dans la société et dans les familles. Et si on les omet en termes de francisation, et c'est un trou dans cette loi-là, je pense qu'on fait une erreur. Alors, d'où l'importance de votre rôle. Allez-y, prenez toute la place, parce que vous travaillez très fort à cet égard-là, et je dois le souligner, et on doit le reconnaître, et que vous n'ayez pas été consulté sous cet angle-là, parce que découle tout le reste, hein, le financement. Vous pouvez en parler aussi, parce qu'en général, vous ne nagez pas dans les dollars en termes d'organisation communautaire. Allez-y, prenez le temps. Effectivement, les organismes communautaires, ils jouent un rôle très important pour l'intégration des nouveaux arrivants, mais notamment pour les femmes, comme vous venez de dire, parce que c'est des véritables milieux d'intégration. La plupart des organismes sont multiservices, puis ils offrent notamment les services des halles garderies. On sait que ce n'est pas toujours évident de trouver une place dans les CPE. Alors c'est pour ça qu'en partenariat avec le ministère de la Famille, les organismes offrent aussi un service des halles garderies pour donner la possibilité aux femmes, parfois aux hommes aussi, à apprendre le français, surtout en partiel, hein, dans le milieu communautaire. Mais ce n'est pas uniquement ça. Nous avons aussi plusieurs autres programmes, soit par Emploi Québec, ministère de l'Emploi, soit par ministère de l'Immigration, qui nous permet de favoriser tous les aspects d'intégration de la famille. Il faut dire aussi que dernièrement, on a salué très favorablement l'admissibilité des travailleurs temporaires et les étudiants étrangers à nos services d'accueil et d'intégration, notamment au cours des Français. On salue aussi l'allocation de la francisation, ce qui les amène à s'inscrire au cours des Français en grand nombre. Il y a quand même des choses très positives qui ont été faites, qu'on veut aussi souligner. Il reste combien de temps, Madame la Présidente? 5 secondes. Bon, merci encore infiniment pour tout ce que vous faites et que j'ose espérer d'aller pouvoir continuer à faire. Avec plaisir. Merci, Monsieur le député. Donc, je cède maintenant la parole au 2e groupe d'opposition. Merci infiniment pour votre présence et votre présentation. Vous avez raison quand vous dites que c'est le travail qui rend le français attractif. Là, c'est la langue du pain. Il suffit pas juste d'aimer le français pour vouloir l'apprendre. Il faut que ça serve à quelque chose. Puis il y a même des francophones, hein, des immigrants francophones qui arrivent au Québec. Puis
puis on les choisit parce qu'ils parlent français, puis ils restent finalement au chômage parce qu'ils ne parlent pas anglais. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Vous savez, par rapport aux 6 mois, on prend souvent pour acquis que les immigrants qui arrivent ici, s'ils ne parlent pas français, donc nécessairement, ils parlent anglais. C'est souvent vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Il y en a qui ne parlent pas les 2 langues. Il y a des gens aussi, surtout vous avez parlé des réfugiés, probablement encore plus dans leur cas. Donc, au lieu que l'État s'adresse directement à eux en anglais, il y a une proposition intéressante d'eux-mêmes du syndicat de la fonction publique du Québec qui sont venus avant vous et qui ont dit, bien, le 6 mois, c'est trop court, faisons ça 2 ans, c'est ce qu'ils proposent, je voudrais vous entendre là-dessus. Et leur deuxième proposition, c'est au lieu d'amener les immigrants puis de leur parler en anglais, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un service d'interprétariat au gouvernement pour qu'ils puissent s'adresser dans la langue maternelle des gens qui viennent ici, le temps qu'ils apprennent le français? Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 propositions? Vas-y. Bien, le 2 ans, disons le 2 ans, parce que vous dites que 6 mois, c'est trop court. Ben, nous, on avait discuté d'1 an, mais 2 ans, c'est mieux encore. En même temps, il ne faut pas que le temps soit trop long. Hein, il faut quand même mettre un temps pour que les nouveaux arrivants soient très, très, très motivés à apprendre le français. Maintenant, c'est quoi 7 ans? C'est sûr que ce n'est pas 6 mois, mais c'est 1 an, 1 an et demi, 2 ans, ben, OK. À condition que toutes les mesures, tous les moyens de la francisation soient mis en place. Toutes les mesures sont là pour permettre aux personnes immigrantes d'accéder aux cours de français plus souple possible et plus rapidement possible. Okay. C'est ça notre préoccupation. Le temps, c'est pas vraiment... ça peut être... ça dépend des conditions, c'est ça. Effectivement. Les conditions qui sont mises en place qui favorisent la francisation plus rapidement possible. Parfait. J'ai peu de temps. Francisation Québec, moi, dans mon esprit, c'est une demande historique d'avoir un guichet unique. C'est ce que vous vouliez. Ouais. Et Francisation Québec, je croyais que ça répondait à ça. Vous avez entendu le ministre nous dire que, dans le fond, l'objectif, c'est que ce que je comprends, c'est que ça ne change rien. Les organismes communautaires pourraient continuer à offrir les services. Si c'est le cas, l'idée, c'est de ramener tout ça dans un seul endroit pour éviter l'offre éclatée, pour que les gens qui veulent apprendre le français, ils n'aient pas besoin d'aller partout, un seul endroit, et après ça, ils pourraient être référés à la bonne place. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Madame la députée. C'est tout le temps que nous avions, malheureusement. Donc, merci beaucoup, Madame Alexanian et Monsieur Carmona, de votre présence et de votre contribution aux travaux de la Commission. Et compte tenu de l'heure, je suspends les travaux jusqu'à 14 heures.